Welcome everyone, bienvenue à tous. On est sur cette caméra et Christine est sur celle-ci. Très honorée d'être ici aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'interviewe quelqu'un de grande athlète. C'est l'une des plus grandes sprinteuses de l'histoire française. C'est une Guadeloupéenne. Son record sur le 100 mètres datant de 1998 au championnat d'Europe de Budapest est toujours invaincu, reste intact. Toujours pas battu. Toujours pas battu, c'est 10 secondes et 73 dixièmes. Centième. Centième, on dit. Oui, Ah oui, centième. centième, oui, oui. Ouais. D'accord. Quatrième relayaise souvent de l'équipe relais 4x100 de l'équipe de France dans les années fin 90 et début 2000. Beaucoup de courses, beaucoup de titres gagnés. Moi, j'oublierai jamais le style de cheveux coupé, couleur or, qui représente bien la carrière et belle carrière que vous avez eue dans le monde entier sur les pistes d'athlétisme. Tout le monde, on reçoit Madame Christine Aron. Merci. Comment ça va, Madame Aron? Je vous voyais te tutoyer Christine. Je suis toujours entre les deux. Oui, Christine, c'est bien. Des fois, je suis entre les deux, mais voilà, on va discuter un peu un peu de ta carrière, de ce que tu as fait et surtout un peu de ton après-carrière, du présent. On est en Guadeloupe. Tu nous accueilles dans un beau jardin. On est à un an de l'ouverture de la piste d'athlétisme en tournoi à Trois-Rivières. Est-ce que ça solidifie ton amour pour la Guadeloupe, le fait que cette piste soit à tournoi maintenant? Ah bah c'est sûr, hein, puisque j'ai inauguré ma première piste à Sucy, en Brie, dans le Val-de-Marne, une ville où je me suis entraîné un peu. Euh, mais c'est sûr que j'attendais que d'avoir une piste à mon nom en Guadeloupe. Et puis quand on m'a fait la proposition pour Trois-Rivières, j'étais encore plus contente parce que Trois-Rivières, c'est là où j'ai passé mon enfance. J'ai fait aussi mes premières courses, hein, sur l'ancienne piste. Ok. Du coup, bah ouais, j'étais super contente que ce soit Trois-Rivières, la première piste à mon nom Guadeloupe. Oui. D'ailleurs, où et comment tu as commencé l'athlétisme et pourquoi l'athlétisme en quelques mots? Est-ce que tu peux nous dire ou plusieurs mots? Bah, j'ai commencé l'athlétisme en sixième au collège du Rézé. Enfin, disons que c'est là que j'ai constaté, entre guillemets, que je courais vite puisque j'ai battu les filles. Puis après, je me suis mesurée aux garçons qui ont voulu me tester. Mais bon, je les ai eus aussi. Et puis après, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il y avait déjà ma copine aussi, Christelle, qui faisait de l'athlétisme. Donc, j'y suis allé aussi avec elle. J'ai laissé tomber le karaté que je faisais. J'avais Karaté. commencé à 9 ans. Donc, de 9 ans à 11 ans. Et puis, à 11 ans, en sixième, j'ai commencé l'athlète. D'accord. Au début, quels étaient les lieux d'entraînement? Alors, je t'ai déjà dit l'histoire, mais je vais la redire pour le contexte de la vidéo. Je suis jeune, je vais à l'école, ma maman m'amène à l'école, on monte le monde de la piscine, à du gazon derrière chez moi, et je te vois avec ton équipe en train de t'entraîner, monter ce monde qui, pour moi, était à l'époque très, très pointu. C'est toujours, il est C'est toujours toujours pointu. pointu. Quels sont des autres lieux en Guadeloupe où tu as pu t'entraîner? Euh, enfin, là, il y avait les côtes à la piscine, mais bon, sinon, c'était sur la piste du Krebs ou au stade de Bémaro aussi. Je m'en suis entraîné un peu là-bas. Euh, mais ouais, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs dans cette côte là où qui nous a fait mal, mais mal. Ah oui, j'imagine. En voiture, ça roulait à peine, donc à Mais pied. bon, voilà, c'est un travail que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours courir en côte. Tu vois, ici, il y a une côte là. Oui. Ben, je viens jamais ici sans faire des côtes. Je cours toujours, je fais mon footing dans Nice. le jardin. Oui. C'est l'idée que j'avais eue pendant le confinement, comme on pouvait pas sortir. Donc, je tournais autour du jardin. Et puis, mais cette côte-là, même quand j'étais athlète et que je venais plus ou moins en vacances ou en stage, je courais en côte. D'accord. Ça fait travailler le cardio, on peut faire de la vitesse, on travaille les mollets, les cuisses. Enfin, pour moi, c'est un bon exercice. D'accord. Donc, D'accord. mais là, oui, c'était la côte à côté de la piscine, C'est un beaucoup souvenir. vu sans ma carrière. Est-ce que, entre les côtes, quelle est l'importance de s'entraîner sur le sable? Moi, j'aime bien m'entraîner sur le sable pour la proprioception et la force dans les cuisses. Est-ce que c'est aussi un élément que tu as utilisé ici en Guadeloupe? Pas beaucoup, en fait. Quand j'étais athlète ici,
Je m'en rappelle pas trop, sauf peut-être que j'ai utilisé le sable et l'eau, tout ça, plutôt, je crois quand j'étais en rééducation, après une blessure, mais dans mon entraînement, j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'utiliser le sable. Mais je pense qu'il y a de bonnes choses à faire, que ce soit dans l'eau ou sur le sable dur, sur le sable mou, puisque ça fait beaucoup travailler aussi les muscles. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vrai. D'accord. Ouais. Et on va un peu rester sur le fait de s'entraîner en Guadeloupe euh, contre s'entraîner en métropole. Quelle est ta position sur le fait que un athlète peut s'entraîner et utiliser les ressources en France au lieu de partir directement sur le territoire métropolitain? Je sais qu'il y a quelques athlètes qui s'entraînent ici et qui partent après. Où tu te positionnes sur le fait de t'entraîner ici et ensuite, s'il faut partir faire les compétitions ailleurs? Ben, ça dépend des athlètes, hein. Je pense maintenant qu'il y a ici quand même des structures suffisantes Oui, pour faire les choses ici. C'est-à-dire, en tout cas, il y a ce qu'il faut. Bon, il y a la piste du crèche. Maintenant, il y a d'autres pistes, même s'il y en a pas beaucoup. oui, Après, on a quand même une nature assez intéressante, ben, pour les côtes, la plage, tout ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un bon encadrement aussi sportif, trouver un bon entraîneur. c'est ça. C'est C'est que c'est ça pas que aussi. infrastructure, c'est aussi staffing. Et qui t'entraîne ici, non? Ou Comment? c'est aussi le staff, c'est-à-dire que Ah oui, c'est important de trouver le bon entraîneur qui nous convient. Parce que moi, je vois que j'ai changé d'entraîneur au cours de ma carrière. C'est vrai que ça peut être une relation compliquée entre ce qu'on attend de la personne et ce qu'on a. Et on n'est pas toujours d'accord. Donc, d'accord, c'est vrai que ça, trouver un entraîneur, c'est important, même si on a le lieu. C'est-à-dire, même si on veut rester ici, parce qu'il y a ce qu'il faut pour s'entraîner, il faut trouver le bon entraîneur ici pour rester aussi. d'accord, je comprends. On va enchaîner sur un moment fort de ta carrière, qui est cette course de 100 mètres de 1998. Ça fait un petit moment maintenant. Ouais. Euh, j'ai re-regardé la course et j'ai compris que avant cette finale, il y avait la demi-finale et que sur cette demi-finale, si je ne me trompe pas, tu avais déjà performé, tu avais déjà eu le meilleur chrono de France, qui était de 10 secondes et 81 centièmes pour le C'est coup. ça. Qu'est-ce que tu te souviens de ce moment? Parce que en demi-finale, tu es très bien et en finale, tu arrives encore à faire mieux. Quels sont tes souvenirs sur cette course? Ben, disons que la demi-finale, je crois que c'était, enfin, je pense que c'était une course qui était plus rapide que la finale, parce que c'est la demi-finale. Alors, je fais un bon chrono, mais je cours pas complètement la course. Ok, Mais bon, c'est une demi-finale, donc forcément, on est beaucoup plus relâché que pour la finale, il y avait d'accord. pas le stress encore de la finale, même si c'était une demi-finale, mais j'étais quand même au-dessus des autres. Donc, mais c'était pas une finale, quoi. D'accord. Là, j'ai trouvé que j'étais parti mieux, j'étais bien parti. Et la fin, je coupe un peu mon effort. Donc, ouais, pour moi, c'était peut-être une course qui était plus rapide que les 10,73. Et bon, voilà, c'est vrai que j'avais, juste avant de faire les championnats d'Europe, je crois que j'avais fait 10,89. Donc, j'ai rebattu le record de France plusieurs fois dans la saison. Et en demi-finale, et puis en finale, là, c'était le record d'Europe. Oui. C'était encore mieux. Mais bon, dans des courses, je sais plus combien de vents j'avais sur la demi, mais sur la finale, j'avais 2 mètres pile devant, c'est-à-dire la limite de vent favorable autorisée pour homologuer le temps. D'accord. Ok. Heureusement que c'était à 2 Oui, parce que à 2,1, il y avait ça pas de change. record, mais il y avait pas de record qui était homologué. Ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je vois toujours une Christine Aron à chaque fois qu'elle commence à être sur le starting block, qui est focus, qui a le visage fermé et qui va à une ligne droite. Quelle est ta préparation d'avant-course? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce que tu te disais? Puisque vous n'êtes plus sur les parcours professionnels, mais est-ce qu'on peut avoir un peu voilà, qu'est-ce qui se passait dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit avant de partir?
Bah, de pour la toute course. façon, c'est de rester très concentré sur ce qu'on a à faire, hein. Quand on est dans un stade, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour, il y a beaucoup de bruit. Ben, essayer de prendre ça de manière positive, mais sans, en même temps, en ayant du recul par rapport à tout le monde. Surtout que des fois, par exemple, là, c'était pas le cas, mais des fois, il y a la famille, il y a tout ça. Donc, c'est ne plus penser à tout ça au moment où on va courir, parce qu'il faut être dans sa course. Et puis se dire que bon, maintenant, de toute façon, normalement, on est préparé et il ne reste plus qu'à courir, quoi. Et c'est sur ça, ce sur quoi on doit se concentrer. Et puis, sur un 100 mètres, on est très proche des filles. Moi, j'ai toujours été un peu, entre guillemets, gêné enfin, un peu gêné par l'énergie, en fait, des autres. Et ça aussi, il faut rester dans son couloir, essayer de pas, se laisser envahir par l'énergie de l'autre parce que il y en a des fois qui s'agitent, qui sont encore dans l'intox à quelques secondes du départ. Et donc, il faut rester, dans son truc. Mais, bon, avant, j'ai toujours fait de la visualisation de mes courses, quand j'étais toute jeune, hein, sans professionnel, c'était automatique, en fait, D'accord, de refaire les courses, de bien voir les courses. C'est quelque chose que je faisais depuis l'âge de 14 ans, quoi. d'accord. Un deuxième moment dont je me souviens, c'est la course parfaite du 4x100 à Paris en 2003 avec vos coéquipières antillaises. Euh, je me rappelle d'un bon passage de témoin, l'aisance, la sérénité, et vous êtes souvent aussi en dernière position. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose de technique? Je ne suis pas athlète, je joue au basket, donc il y a des choses qui sont peut-être logiques pour vous ou pour d'autres athlètes, mais nous on ne sait pas. Pourquoi vous êtes toujours en dernière position? Généralement, on met les plus rapides en dernière position. D'accord. Mais quand j'ai commencé, le relais en équipe de France, j'étais en deuxième position. Bon, je suis pas resté longtemps là, mais j'ai fait quand même quelques relais en deuxième position. Même l'année de Budapest, hein, je me rappelle encore avoir fait des coupes d'Europe en deuxième position parce que j'ai fait un passage au début avec les blessures sur 400 mètres, puis après je me suis battu pour revenir sur 200 mètres. Donc j'étais une coureuse pendant 2 ans de 200 mètres aussi. Ok, Donc j'avais la vitesse et la résistance. Le deuxième parcours, c'est le plus long. Le premier l'athlète court à peu près 80 mètres. Le deuxième parcours fait à peu près 120 mètres. d'accord. Donc c'est l'athlète qui reçoit et qui donne. Donc, mais la ligne droite, c'est ce qui est le plus long de l'autre côté. Et puis donc j'avais cette place-là. Et puis au fur et à mesure, ben, on m'a mis à l'arrivée. Donc Ouais. j'étais dans la nicelle qui rattrape tous les retards possibles et inimaginables, qui peut aller chercher en tout cas les autres. Voilà. Donc Et ouais, ouais, et on l'a vu, et que vous remontez des Américaines, ou je pense que c'est une Américaine. l'Américaine n'a pas. Voilà, vous remontez parce que vous avez cet élan, c'est très très beau à voir. Moi, j'aimerais aussi savoir cette complicité peut-être antillaise. Vous étiez 4 antillaises. Est-ce que ça facilite du coup le comment on dit en français, la chemistry, La cohésion. la cohésion, pardon. Est-ce que ça facilite la cohésion d'être 4 antillaises? Et est-ce que vous avez aussi est-ce que vous saviez aussi que vous marquiez l'histoire à ce moment? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce scénario. Ah non, on l'a jamais vu en fait. Il n'y a jamais eu de Français ou de Françaises plutôt, parce qu'on a eu des résultats chez les hommes, mais de Françaises championnes du monde de relais. Oui. Euh, oui, il y avait 3 Guadeloupéennes, donc Muriel, Yotis, Patricia Girard et moi. Il y avait Sylvain Félix qui fait. Sylvain Félix Martiniquez, oui. Ouais, il y avait une bonne cohésion en fait. Finalement, c'est des sauf Patricia qui était plutôt sur les ailes, mais c'était quand même des concurrentes, les autres filles avec qui on faisait le relais. Oui, c'est ça. Bon, faut savoir switcher de toute façon et là de se dire que là on est une équipe, on n'est plus dans l'individuel. Et ouais, bon, non, enfin, moi en tout cas, je sais enfin, j'ai ce côté toujours très professionnel de toute façon où quand je dois faire quelque chose avec une équipe, bon, en tout cas, je suis dans l'équipe, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne cohésion, encore plus avant de rentrer, enfin,
rentrer sur la piste puisque en chambre d'appel, on voyait bien que les Américaines, elles faisaient leur show, elles essayaient de nous impressionner et tout ça. Mais bon, nous, on savait qu'on était à cette époque-là toutes les quatre rapides. On avait travaillé les transmissions. D'ailleurs, pendant la course, les transmissions étaient très bien. Et ce que je disais toujours, c'est que je disais toujours aux filles, et je l'ai dit après, pour aller vite dans un relais, il faut faire de bonnes transmissions, mais il faut être rapide individuellement. Et cette année-là, on était rapide, toutes rapides. Donc, ça a fait une belle alchimie. Et ben au bout, voilà, on avait un petit retard au dernier passage. Et bon, j'ai pu aller récupérer ça sur l'américaine de justesse. Mais bon, c'est passé, quoi. Oui, Parce que j'étais porté par le Stade de France et tous les gens qui étaient là. c'est ça. Ouais, ça compte, quoi. Quand on est chez soi, l'énergie du public, ça nous a aidés. Je peux vous dire que chez moi aussi, à Ducazon, on était derrière vous et c'était un très très bon moment. Voilà. Ouais, il y avait la Guadeloupe, la Martinique, C'est les ça, Antilles, tout ça. C'était de c'est bonnes ça. vibrations pour nous, hein. C'était un moment quand même incroyable. Oui. Incroyable. Je vais vous partager aussi un petit peu mon ressenti. C'est que moi, je suis jeune, j'ai 10 ans en 2023 et je commence le basket. Et bon, à ce moment-là, mais les Antillais et les Antillaises, l'athlétisme et le basket sont des sports et des gens que je me dis, j'ai envie d'être comme eux. Donc, ça fait plaisir. On va continuer. J'ai vu, lu, entendu que vous défendiez le sport propre, l'athlétisme propre. En 1998, vous êtes à côté de Marion Jones, qui fait du 100 mètres. Vous êtes côte à côte et vous savez potentiellement qu'elle est dopée. Euh, Quelle est pour vous l'importance de courir clean, de ne pas être dopé dans le sport? En quelques mots, vous n'êtes pas obligé de vous étaler, mais dites-moi un peu, après, ça fait quelques années que vous êtes sur le circuit, quel est votre ressenti toujours? Mais de toute façon, l'objectif quand on est athlète, c'est de faire quand même avec ce dont on dispose naturellement, je veux dire avec les entraînements, la récup, tout ça, une performance. Donc après, quand on vient rajouter de la chimie à tout ça, bon, on est sur un autre niveau. Et puis forcément, on n'est pas toutes sur le même niveau. Donc bon, Marion Diane, c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à courir vite, à faire les premiers championnats du monde, elle était là. C'est-à-dire qu'elle m'a suivi, elle était là, donc à tout, enfin les meetings et les championnats que j'ai pu faire quand j'étais à un bon niveau et donc c'était lourd. Après bon, je me suis pas dit tout de suite: «Ouais, cette fille elle est dopée», en fait. C'est une mauvaise démarche dans sa tête que d'accuser, Oui, comme ça, les gens et c'est pas appréciable. Mais quand même sur le long terme, bon, on a pu, dans même dans son comportement, c'est une fille qui m'a jamais vraiment dit bonjour. Enfin, elle était, d'accord. assez, agressive, hautaine, bon et puis bon, j'ai fini par comprendre que bon, il y avait une petite différence entre nous. Mais bon, moi, j'ai toujours vu le sport comme quelque chose où, voilà, je trouve que c'est important de savoir ce qu'on est capable de faire soi-même, justement, sans tout ça et de se dire: «Ouais, c'est moi qui l'ai vraiment fait avec mon travail, pas avec, l'aide de substances, Oui. dopantes» et heu et puis de se regarder, oui, dans la glace en se disant: «Ouais, j'ai fait ça. Moi, je sais que j'ai fait ça». Après, on se fait doubler, dépasser, bon, ben, c'est comme ça. Je veux dire, on n'est pas moi, j'ai toujours dit aux journalistes: «Ben, je suis pas la police, c'est pas moi qui doit m'occuper de ça. Moi, ce sur quoi je dois être focus, c'est ma compétition». Donc c'est vrai que j'ai dû faire abstraction de tout ça pendant ma carrière alors que bon, je voyais bien que c'était, à double vitesse. D'accord. Et donc selon vous, à la suite de ce que vous me dites, quelles sont pour vous les capacités à avoir pour évoluer au très, très haut niveau? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Ça peut être mental, physique et peut-être quelque chose d'autre parce que Bien sûr, tout le monde ne réussit pas. il y a le physique, il faut du talent, mais le talent ne suffit pas, hein. À un certain niveau, il faut travailler, ça c'est clair. Il faut avoir des objectifs clairs avec soi-même, et travailler, travailler. Enfin, déjà, il faut être passionné par ce qu'on fait parce que si on a envie, s'il faut se dépasser, se faire mal à l'entraînement, il faut avoir envie, il faut avoir le goût d'être fort, il faut et puis, enfin, franchement, moi, c'est aussi une question de mental, hein.
Généralement, je pense que les athlètes de haut niveau ont quelque chose à prouver, probablement lié ou pas à leur enfance, à leur vie, enfin à quelque chose, parce qu'il faut aller chercher vraiment au fond de soi une espèce de force et de rage pour aller au-delà des efforts, de la douleur. Oui. Et moi, je vois que bien des fois, ma thèse m'a beaucoup aidé. Si j'avais pas de mental, si j'étais pas combative, j'étais pas guerrière, jamais j'aurais pu aller à haut niveau. Et puis, il faut s'organiser. Je veux dire, quand on est athlète, on sait que ben, on n'a pas la même vie que les autres. On va pas, comme tous les jeunes, sortir tous les samedis soirs. Il faut savoir faire des sacrifices. Oui. Et le haut niveau, c'est sur le stade, mais c'est aussi en dehors du stade. C'est-à-dire qu'il faut bien manger, se soigner, bien récupérer, avoir un plan en tête, s'organiser. Après, quand on a un certain niveau, ben, gérer tout ce qui est médias, etc. Donc, c'est beaucoup de petites choses qui se mettent en place au fur et à mesure pour être aussi libéré dans sa tête et ne penser qu'à l'entraînement. D'accord. Mais il y a beaucoup de, moi, j'ai vu énormément d'athlètes, des fois champions du monde à l'entraînement, mais qui n'avaient pas le mental, en fait, pour se donner en compétition. Oui. Il faut être Et du coup, là, motivé, c'est le talent, là, en fait, qui parle plus que la force mentale. ah Parce non, que, là, l'entraînement peut être bon, mais en compétition, c'est un autre cadre. Donc, il faut savoir gérer la compétition et y aller au moment où on doit y aller. Et il y a des athlètes, en fait, qui sont pas capables de ça. Donc, c'est ça que je dis, il y a des gens qui peuvent être forts physiquement, mais qui n'ont pas le mental de la compétition. C'est encore un autre esprit à avoir. je comprends. Bien des fois, moi, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, c'est comme si je jouais ma vie, en fait. Oui, t'as pas le choix, là, il faut y aller. De toute façon, t'es seul, là. C'est même pas comme dans un sport d'équipe où on peut compter sur l'autre, machin. Nous, on doit être prêt là, tout de suite, à l'instant T. Maintenant, faut y aller. C'est ça. Faut pas tourner en rond. T'as dit, ouais, là, c'est la chance de ma vie. Ouais, il faut que j'y aille. Et ça, c'est une grosse pression, en fait, à gérer. Si je peux faire un parallèle avec le basket, nous, le moment où on est seul, c'est sur la ligne des lancers francs. Où on doit marquer ça, on doit marquer ce panier, on est tout seul, il n'y a pas ni le coach ni les coéquipières qui peuvent t'aider. Et tu es tout seul face à toi. Mais c'est sûr que tout de suite après, le jeu recommence et on est à 5 quoi, sur le terrain, hein, plutôt que un athlète, il court sa course, il va voir son coach et ensuite il retourne à l'entraînement et il est toujours avec lui et lui-même. Donc, c'est cette notion d'équipe au basket ou sport collectif et athlétisme, effectivement, n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'au relais, je me demandais si vous arrivez à faire ce passage entre l'athlète seul et l'équipe après, puisqu'on est quatre. Ah oui, mais bon, il y a toujours eu pour moi moins de pression sur les relais. Ok, Ah bah oui, le fait que de toute façon on soit quatre, c'est pas la même course. Je suis pas dans des starting blocks déjà, donc libéré dans ma tête d'être coincé dans un truc que j'ai jamais aimé. Et je suis sur un départ lancé, euh, et c'est là que je prends beaucoup plus facilement de la vitesse, quoi. Donc le relais, moi, ça a toujours été comme une espèce d'amusement, même si avec quand même j'étais très très concentré parce que faire du relais, c'est quand on attend le témoin, bon, on peut regarder une partie de la course, mais après on doit pas regarder les autres. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'erreurs ou oui, d'erreurs en fait techniques quand les gens reçoivent le bâton, parce que si jamais tu fais tu regardes l'autre arriver, tu regardes pas ce qui se passe dans ton couloir. Et nous, on a des marques au sol. oui, oui. Donc, tu Oui, multipolaриses oui, et au oui. moment où la personne passe sur ta marque. Donc, c'est quelque chose de très rapide et de très, tu sais, on est dans le détail, quoi, dans la précision. Donc, si jamais tu pars trop tôt parce que l'autre à côté est passé, ben, l'autre qui arrive sur toi ne va probablement pas pouvoir te rattraper. Surtout moi, une fois que je suis parti, je suis parti. Donc, il faut vraiment être très vigilant, c'est très précis et c'est la seule chose vraiment sur laquelle moi je devais me concentrer pendant le relais, mais c'était pour moi toujours une belle épreuve, une épreuve entre guillemets de détente, de partage avec les autres, quoi. Ok. Et alors, Christine,
À quel moment tu as trouvé ta bonne mécanique de course? Parce que j'estime que ça aussi, du même geste basket, doit avoir une bonne mécanique. Certains courent avec le poing fermé, d'autres un peu écartés. Quand est-ce qu'on trouve cette mécanique et toi, quand est-ce que tu l'as trouvée, tu l'as compris? Ben, disons que moi, c'est à partir de un jour à 20 ans où je me suis posé des questions sur, bon, j'étais déjà, je faisais beaucoup de choses techniques à l'entraînement, mais bon, le dimanche, on faisait du long, des équilibres, de la gymnastique, et là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Il y a eu un déclic et j'ai commencé à m'intéresser à chaque petite chose, détail, on va dire, technique de ce que je faisais. Et j'ai décidé à ce moment-là vraiment ben, entre guillemets, d'apprendre à courir. Parce qu'on court tous en cycle arrière et ben, en athlétisme, il faut courir en cycle avant, comme le cheval, hein, toujours devant, pas avec les pieds qui montent derrière comme tous les enfants font, en fait. Ok, Quand on sait pas, enfin, courir vite et bien, c'est pas une façon naturelle de courir. oui, Ça s'apprend, il y a des placements de bassin, de pieds, enfin, de bras, enfin, tout est très millimétré et donc, à partir de ce moment-là, j'avais 20 ans, j'ai pris 4 ans à vraiment apprendre à courir. ok. J'avais le buste trop vers l'arrière, il fallait que j'avance mon buste, j'avais l'impression dans mon corps d'être penché alors qu'il était droite. Enfin, il y a plein de choses, ouais, que j'ai appris dans les détails et c'est là que j'ai compris aussi que j'étais perfectionniste, hein. Moi, je voulais que ce soit aux petits oignons, parfait, parce que c'est pas juste apprendre à courir pour que ce soit beau, mais se dire que quand on court bien, c'est efficace. C'est ça. Et donc, c'était mon objectif. Et donc, j'ai pris une Olympiade pour apprendre à courir vraiment Ok. bien. Donc, en 97, déjà, je courais très bien. Et puis après, je me suis encore amélioré. Mais c'était du travail, quoi. Enfin, c'était décortiquer le travail de pied, différents exercices pour que ce soit nickel. C'était mon objectif et je l'ai atteint. C'est sûr, je pense aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la mécanique de course de Usain Bolt, qui est grand et qui monte plutôt les genoux en fin de course finalement? Ça lui réussit, mais est-ce que enfin, pour lui, c'est peut-être la meilleure solution, mais est-ce que d'autres personnes peuvent reproduire ça s'ils veulent les Bon, c'est performances? sa technique à lui. Il y a des gens qui courent mal et qui courent vite aussi, hein. Bon, après, non, je dis pas ça pour Usain Bolt, hein, mais j'en ai vu qui couraient mal et qui couraient quand même vite par rapport à leur physiologie, enfin physionomie, enfin leur corps. Mais même pour Usain Bolt, oui, Usain Bolt, il courait bien. Après, monter les genoux, des fois, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le cycle de course, D'accord. le travail du pied au sol. Mhm. Il y a plein de trucs enfin, que les gens ne voient pas, mais qui sont très techniques et qui permettent ben, de faire que tu te propulses plus ou moins rapidement sur la piste. J'imagine, oui. Sur une course, sur un 100 mètres, on reste 90% du temps en l'air. On n'a Oui. pas l'impression, mais on, on est en l'air parce que ça avance très vite et les appuis au sol sont très brefs, très rapides. C'est ça le sprinter. Tu vas pas t'éterniser au sol. En fait, tu dois courir comme si ça brûle sous tes pieds. Ça aille vite, 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 ça Yes, tourne. yes. Et donc, quels sont les muscles que vous travaillez en salle de muscu? Beaucoup de jambes, mais est-ce que les bras aussi finalement ou? Bah, tout, oui, bah, on travaille le pied, donc les mollets, hein, puisque tout ça, c'est ça qui va permettre qu'on va propulser. Ben, les quadris, les ischios, il faut qu'il y ait un équilibre très important là-dedans parce que les ischios, quand on est à pleine vitesse, c'est très, très sollicité. Ok. Surtout chez le sprinter, c'est une des blessures qu'on a le plus régulièrement. Il y a le centre du corps, bien évidemment, abdos lombaires, tout ça, ça doit être béton parce que pour tenir le bassin, que le bassin soit bien en rétroversion sur la course, ça. Et puis, le haut du corps, c'est ce qui va donner du rythme au bas du corps. D'accord. Donc, plus les bras vont vite, plus les bras sont équilibrés. Par exemple, il y a des gens qui bougent beaucoup, bah, en bas, ça va être déglingué, quoi. Et quand le haut du corps est bien solide aussi, bien dans l'axe, même quand on est fatigué au niveau des jambes, on va tirer, on dit souvent, tire sur tes bras, tire sur tes bras. Bah, c'est parce que les bras, en fait, vont donner du rythme aussi aux jambes et vont aider les jambes à aller, à soulager l'effort des jambes, en tout cas. D'accord. Donc, c'est un ensemble de choses. Ouais. Ouais. C'est un sport, oui, qui entièrement tout le corps immobilisé, oui, Oh, c'est effectivement. Et clair, ouais. d'accord. Euh, plus 100 mètres ou 200 mètres? Cette question me brûle. Vous préférez plus le 100 mètres ou le 200 mètres? Parce que j'imagine que c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même effort.
Et c'est mon seul regret, en fait, de ne pas avoir fait plus de 200 mètres. J'en ai fait. Euh, mais en fait, à un moment donné, je suis resté focalisé, sur le 100 mètres parce que j'étais un peu resté sur ma faim de mon record d'Europe. J'étais persuadé que je pouvais faire mieux et je pense que je pouvais faire mieux. Les circonstances n'ont pas été mises en place, hein. C'est comme ça qu'on ne décide pas, en fait, un jour, à telle heure de battre un record. Il faut travailler et puis ça vient, mais ouais, j'ai un peu couru après ça pendant des années, mais j'aurais pu être une très très bonne coureuse de 200 mètres. Euh, et c'est mon regret. C'est vrai que j'ai repris, j'étais avec un entraîneur en 2000, après la naissance de mon fils en 2003, où on a travaillé un peu le 200 mètres, ce qui fait que j'ai eu envie de doubler en championnat après. Et c'était la seule fois en 2005 où j'ai doublé sur 100 et 200 mètres et j'ai eu mes deux médailles de bronze. Mais ouais, je voulais m'attaquer au record de France de Marie-Jo. Je voulais courir en moins de 22, mais bon, j'ai pas eu l'occasion et voilà, le temps est passé. Mais le 200 mètres, c'est une très belle distance. Surtout que des fois, j'avais un peu, c'est pas, on va dire, une super bonne partante sur 100 mètres. Et donc, le 200 mètres, c'était une façon de peut-être plus développer ma foulée et de courir de manière plus à l'aise. Oui. Mais ouais, ça c'est pas fait. Mais j'aime les deux. C'est différent. On pourrait passer des heures hein, à parler C'est sûr qu'il y en a de à ta dire. carrière, il y en a à dire. Je vais maintenant parler de l'après-carrière. C'est un sujet qui est important hein, pour tout athlète sportif de haut niveau. Je suis actuellement dans cette phase. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu es maire adjointe à Champigny-sur-Marne? Euh, voilà, quelles ont été les démarches pour, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire? Promouvoir le sport là où tu es en ce moment. Je sais qu'il y a aussi des projets qui sont en cours, dont, si j'ai bien lu, les particuliers peuvent essayer de battre ton record. Ah non, ça c'était. C'est ça? En fait, on a refait en fait un complexe, un stade en fait, pas très loin de chez moi, accueilli. Et et quand on était donc sur le projet de refaire, en fait, c'était un stade de foot qui était encendré. Enfin bon, on a voulu faire un truc en synthétique, donc on a fait ça. Et moi, tout de suite, à Champigny, il n'y a pas de piste d'athlée en partant, ni même de piste homologuée. Donc j'ai demandé aux équipes techniques de regarder l'espace qu'il y avait, si on pouvait mettre des couloirs d'athlétisme. Et donc, c'était possible. Donc maintenant, on a 4 couloirs d'athlétisme de 100 mètres. Et donc, quand on a inauguré la piste, on a lancé un petit défi en fait aux jeunes de courir le plus de mètres possible en 10 secondes 73. Bon, après, c'est sûr que battre mon record c'est comme ça, là, voilà, Pas compliqué. c'est du travail, je leur Parce que dis. je tiens à dire qu'il est toujours vaincu. Donc, Donc, c'était un petit challenge comme ça, un petit clin d'œil aux jeunes, en fait, qui sont venus se tester. J'ai couru avec eux. Voilà, et c'était important pour moi parce que c'était une façon pour le sport à l'école de permettre aux jeunes de venir là et pour pratiquer un peu l'athlétisme ou d'autres disciplines et d'avoir un lieu, en fait, de pratique, quoi. d'accord, Et, sur le Haut-Champigny, comme c'est une ville qui est assez grande, donc c'est pour les écoles autour aussi, c'était intéressant. d'accord. Et cette transmission de partager ton expérience et le sport de haut niveau, ou de très haut niveau, je t'ai entendu dire la semaine dernière, quelle est l'importance pour toi? Et notamment, on sort toutes les deux du camp de To The Top Academy. Euh, voilà, comment tu espères partager de ton expérience à la nouvelle génération? Ben, je veux dire que c'est à l'occasion, des fois, que j'ai l'occasion, enfin, je peux le faire, quoi. C'est, bon, j'ai beaucoup d'activités, donc je peux pas toujours
transmettre, mais dès que j'ai l'occasion, qu'on me pose des questions, c'est volontiers, quoi. D'accord. Est-ce que tu es fier de ta carrière, de ton héritage et tout ce que tu as fait dans l'athlétisme quand tu regardes ces années passées? Oui, oui, bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dommages, mais qui sont pas dépendantes de ma volonté. Moi, je sais que je me suis donné à fond. J'ai pas de regrets vraiment sur, en tout cas, l'investissement que j'ai donné à mon sport et à moi-même, en fait, pour réussir à faire ce que j'avais à faire. J'ai, je l'ai fait avec beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Donc voilà, il y a pas de regret. Je pense que j'ai fait de belles choses puisque même si ça aurait pu être beaucoup mieux, c'est vrai, s'il y avait eu un petit nettoyage au niveau du dopage, mais je sens que c'était bien parce que depuis maintenant 10 ans que j'ai arrêté de m'entraîner à haut niveau, j'ai le retour maintenant direct des gens et je me rends compte que j'ai marqué les gens. Et c'est là qu'on voit en fait, j'ai plus de retours sur ce que j'ai donné aussi. Il y a pas un jour en fait que je ne croise pas quelqu'un qui vient me féliciter pour ma carrière, et je vois dans les yeux des gens qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et ça, c'est un truc qui me touche parce que je me dis: «Ah ouais, quand même, j'ai fait ça». Quand j'étais dedans, oui, il y avait beaucoup de gens qui venaient me féliciter, tout ça, mais je me dis avec autant de recul, autant de distance, les gens se rappellent encore vraiment de moi. C'est comme si c'était hier, en fait. Dans leur tête, Oui. c'est comme si c'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Oui, mais ça fait pas très longtemps non plus, hein. On ne parle pas de 50 années. C'est quand même récent, mais bon, il y a des années qui Toi, passent. de Budapest, Budapest, c'était à 27 ou 28 ans, je Oui, sais plus. ouais. C'était il y a longtemps quand même. Ça fait presque 30 ans. Simplement, ça reste gravé dans la tête des gens. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, ça fait 10 ans que tu as arrêté. Quel est le secret pour une bonne mine? Parce que je te vois bien, tu es belle, tu es en forme. Voilà, quel est le secret? Parce que j'aimerais avoir ce secret. J'aimerais l'avoir. Bon, après, bon, il y a la génétique, on va dire. Ah, yes. Il y a une part de génétique, mais c'est vrai que ça fait quand même des années que bah, j'essaie de manger correctement. C'est-à-dire que quand j'ai couru à Budapest, j'étais encore jeune, j'allais avoir 25 ans, j'étais pas encore très pointu dans mon alimentation et tout ça. Et plus ça allait, plus je me renseignais, je cherchais en fait à faire mieux sur l'alimentation, les soins. C'était devenu ouais, aussi mon obsession, quoi. Et donc, j'ai mangé bien pendant des années parce que l'alimentation, c'est hyper important. Je veux dire, même pas que pour un sportif, mais Oui. encore plus pour un sportif qui utilise son corps à fond. Donc, tout doit être, entre guillemets, parfait. Et puis, donc, quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais pas recommencé, j'avais pas changé. Bon, c'est un peu plus souple, hein, bien sûr, je me fais plaisir et tout. Mais j'ai des bases sur mon alimentation, manger beaucoup de légumes, pas trop salé, pas trop gras. C'est euh, c'est acté, quoi. Pour moi, c'est normal. Et donc, ça fait partie de mon hygiène de vie. Et concernant la pratique sportive, c'est vrai qu'il fallait à la fin de ma carrière, pendant quelques mois, j'ai rien fait parce que bon, j'avais plus envie en fait. On est un peu en dépression hein, quand on arrête. Il faut dire qu'on est dans un rythme tellement fou, Oui. dans des choses tellement folles, les voyages, les entraînements, les stages, tout ça. Bon bah quand ça t'arrête, c'est un peu dur. Et donc j'ai rien fait peut-être pendant je sais pas 3 mois ou 6 mois, je sais plus. Et après, j'ai dû me redonner un objectif de santé. En fait, c'était ça mon objectif, puisque moi, j'ai toujours fonctionné toute ma vie avec des objectifs. La D'accord. carotte au bout qui fait que tu te bouges pour faire Oui. quelque chose. Là, il n'y avait plus de carotte pour les compétitions. Bah, du coup, je me suis dit, bah, mon nouvel objectif, c'est de prendre soin de ma santé. Et c'est une bonne transition pour ma dernière question. Manger sain. Quelles sont tes actualités? J'ai compris que c'est un domaine dans lequel tu exerces en ce moment. Ben, en fait, Est-ce qu'on peut en parler? ça m'a toujours intéressé, hein, l'alimentation, la nutrition, et mais bon, entre-temps, voilà, j'ai eu la proposition enfin,
politique, entre guillemets, la politique sportive. Donc, je me suis lancé là-dedans. À la Fédé, j'avais lancé aussi avant un concept de sport en entreprise pour faire bouger les gens. Donc, j'étais déjà sur la dimension sport, santé, bien-être. D'accord. Donc, j'ai travaillé un peu là-dedans à la Fédération d'athlétisme. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui se sont regroupées. Mon, mon intérêt pour la nutrition s'est confirmé. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ce n'est qu'à partir de, juste avant mes 50 ans, je me suis dit, bon, allez, là, il faut se poser et savoir ce que je veux vraiment. Parce que c'est vrai que depuis ma fin de carrière, j'ai fait plein de choses qui n'ont pas été inutiles finalement. Parce que tout ça, en fait, m'a permis de savoir vraiment là où je voulais aller. Et donc, là où je veux aller, c'est une pratique sportive, c'est la nutrition. Donc, là, je fais une formation en naturopathie. Je suis déjà réflexologue. Et donc, c'est toute cette dimension, en fait, pour aider aux gens à avoir une approche plus globale de leur santé, qui inclut donc l'activité physique, la nutrition et aussi ben, l'approche un peu psycho-émotionnelle qui est aussi importante dans le tout d'un individu, quoi. Je comprends. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'accord. On a fait le tour. Christine, merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Avec plaisir. On va finir sur le mot de fin, c'est que oui, tu as et vous avez conquis des générations. Et maintenant, on essaye de voir si les jeunes peuvent aussi faire la même chose, quoi. Ce serait bien qu'il y ait de nouveaux athlètes français, antillais ou dans le monde entier qui portent ce chose de combativité et émotion que tu nous as partagé. Voilà. Mais je pense que les jeunes, en fait, ils sont un peu... il y en a hein, qui sont très sports, qui sont très focus et qui ont envie d'aller loin. Mais bon, on a quand même une génération d'enfants là remobilisés parce qu'il y a eu le confinement. Il y a beaucoup trop de sédentarité. Les enfants, maintenant, ils ont trop de téléphones, trop de tablettes, trop de tout ça. Et ils oublient, en fait, qu'il y a tellement de choses à découvrir dans la nature. Courir. Moi, quand j'étais petit, c'était monter aux arbres, nager, courir. La même. Voilà, c'était de faire avec mon environnement. Et là, les enfants sont un peu loin des choses. Donc, il va falloir trouver à un moment donné une façon de les capter à nouveau parce que à travers le sport, il y a tellement de valeurs qu'ils peuvent apprendre, qu'ils peuvent véhiculer, qui peuvent leur être utiles aussi dans leur vie, d'hommes et de femmes. Et là, je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, mais il faudrait que les enfants retrouvent ça. Oui. Pour qu'on ait plus de champions parce qu'il y en a plein là. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais bon, il faut leur amener, enfin, il faut aller les chercher, les amener dans un environnement où on leur donne envie aussi d'avoir cette passion pour quel que soit le sport, mais pour un sport et s'engager dans quelque chose. Les enfants ne s'engagent plus vraiment dans quelque chose. Ça marche. Vous avez entendu. Prenez soin de vous. Potez en gomme. Le sport, c'est un vecteur de bien-être, de santé. Madame Aron vous l'a dit et je vous le dis aussi. Nous sommes sur Yankees Media. À bientôt.